Bonjour à tous, bonjour à tous les participants qui sont parmi nous en présentiel dans nos nouveaux bureaux rue Marcadet, et puis à ceux qui sont également à distance avec nous pour la présentation des nouveautés d'Archicad 25. Cette présentation va être assurée par François Favier. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas dire mondialement connu, mais au moins nationalement connu, voilà, autour d'Archicad, voilà, Oh, si, quand même. qui a roulé sa bosse depuis quelques années quand même autour d'Archicad, et qui l'expert Archicad en fait, un référent en France, voilà, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour toute la journée. Un des experts. Un des experts, voilà. Voilà. Tu travailles chez Abant, donc tu es le référent, on va dire. Écoutez, ce qu'on va en termes de déroulé, en fait, François va vous faire la présentation d'Archicad pendant à peu près 45 minutes. Et on va enchaîner après par un quart d'heure, en fait, où vous pourrez agir, poser vos questions en live. Voilà. Il y a aussi, pour ceux qui sont à distance, un chat sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions ou agir comme vous le souhaitez. Donc voilà, écoutez, je pense qu'il est temps maintenant de laisser la parole à François pour qu'il enchaîne avec cette nouvelle présentation d'Archicad 25. Alors, cette présentation, je vais la faire de façon un peu homogène avec des slides, parce que c'est un peu plus pratique. Il y a certaines choses qui sont relativement pas évidentes à montrer en live, et c'est une présentation un petit peu courte, mais derrière, j'ai un Archicad ouvert, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour voir un petit peu ces nouveautés de la version 25. Alors, certains d'entre vous, peut-être, suivent les versions très, très, très régulièrement. S'il y a des gens qui font des sauts de version plus importants, si c'est des questions pas directement sur Archicad 25, c'est pas un problème, on peut bien évidemment toujours y répondre. En fait, l'écran est très loin, la caméra est en haut, donc je ne sais absolument pas où je dois regarder, c'est très désagréable, donc c'est en face. On m'a piqué ma machine, donc peut-être que j'aurai des surprises, mais on verra. Voilà, j'ai pas tout mon matériel dans le coffre de la R16, comme on dit habituellement. Donc cette version 25, alors je vous rappelle que Archicad, il y a une version par an qui sort régulièrement, alors avec plus ou moins de nouvelles fonctions, certaines très orientées archi, d'autres très orientées peut-être utilisation pure, des fois des nouveaux outils, des fois des nouvelles fonctionnalités. Donc dans cette version 25, vous avez ce qui a été initié un petit peu en version 24, c'est nos amis les bureaux d'études structure. Donc il y a une partie de ces fonctions qui sont vraiment très très liées à la partie structurelle. Donc c'est pas que tout le monde n'en a pas spécialement besoin, mais c'est absolument pas péjoratif. Mais quelqu'un qui fait de la maison individuelle, il aura peut-être pas besoin de calcul de stabilité de son projet. Mais voilà, sur le BIM actuel, hein, si on veut obtenir du BIM niveau 3 où tout le monde va travailler en simultané sur la même maquette, il faut que nos amis, les bureaux d'études de structures fluides ou autres, puissent éventuellement directement interagir sur cette maquette Archicad. Ça existe déjà, un peu en phase de test, déjà très avancé. Donc, ce qu'on appelle le E-BIM ou le e-BIM ou le BIM niveau 3, on peut l'appeler comme on veut. Ce n'est pas que de la science-fiction, ça arrivera, bon, peut-être pas dans 6 mois, mais dans un petit peu plus longtemps. Donc sur cette version 25, vous avez plusieurs axes sur la partie design, sur la partie visualisation, sur la partie documentation. Enfin, le terme documentation, c'est plutôt la partie nomenclature métrée qui peuvent intéresser les gens qui vont extraire des quantités à partir d'Archicad. Et sur la collaboration, oui, effectivement, c'est le lien avec les bureaux d'études structure. Alors, au niveau du design, c'est surtout une façon beaucoup plus efficace de naviguer. Quand vous êtes dans Archicad, vous passez du plan à la 3D, de la 3D à la coupe, de la coupe à la façade, mais de temps en temps, il manquait certaines petites fonctions qu'on trouve dans d'autres outils, pouvoir isoler un élément directement sur la 3D pour pouvoir plus facilement travailler dessus. Donc ça maintenant, ça va permettre très facilement de naviguer sur l'ensemble de la maquette. Le principe, il est assez simple. Si vous connaissez d'autres outils qui ont ce genre de fonctionnalité, vous sélectionnez un élément, vous le passez en 3D. OK, très bien. Jusqu'à présent, quand vous sélectionnez deux éléments sur le plan d'Archicad, quand vous passiez en 3D, vous passiez en 3D avec toute la maquette ou une partie de la maquette, mais ces éléments n'étaient pas sélectionnés. Donc là, maintenant, on va garder la sélection lorsqu'on va passer sur la fenêtre 3D.
Alors, ça fonctionnera plan, coupe, façade 3D, 3D, plan, à peu près dans n'importe quel sens. Vous voyez, j'ai sélectionné, alors ça, c'est de la vidéo, hein, j'ai une maquette derrière, on pourra le revoir en vrai live pour vous montrer que je ne vous raconte pas de blague. Ça permet comme ça, tout de suite, de retrouver les éléments, sélectionnés, de pouvoir les isoler ou faire l'inverse. Vous voyez, ce coffret, RIA, j'ai besoin de l'avoir, sur mon plan. Je reviens directement, par, une commande pour aller chercher, quel que soit l'étage dans lequel se trouve cet élément, pour pouvoir le retrouver. Je vous dis alors c'est pas forcément lié à un très, très gros projet. Je vous dis, je reprends l'exemple de la maison individuelle, j'en ai fait suffisamment pour, pouvoir en parler. Bah, une maison individuelle, c'est peut-être pas très, très grand, mais il y a beaucoup de détails, peut-être plus de détails dans certains cas de figure que sur une grosse opération ou sur une grosse façade logement, vous voyez? Donc ça permet véritablement de gagner énormément de temps. C'est les quelques premières choses que j'ai testées en vrai prod. Bon, j'ai beau être expert BIM formateur, je fais aussi de la production, donc quand Archicad me convient pas, je suis le premier à râler. Bah, dites-vous bien que ça fait gagner véritablement beaucoup, beaucoup, de temps. Toujours dans, cette logique de «design» entre guillemets, l'outil Percement, qui est apparu en version 23, qui ne doit pas être pris comme simplement une baie libre, hein. C'est pas pour faire un trou, dans un mur à la place de la baie libre. C'est plutôt une réservation, plus, une notion de trémie, structurelle qu'autre chose. Ça perce les murs, ça perce les poutres, ça perce, les planchers, ça perce les terrains, ça ne perce pas les toitures. Alors je vais, un peu pour aller dans le sens, de cette logique. Dans une maquette numérique, le fameux BIM dont on vous parle depuis des années, la toiture, ce n'est pas de la structure, la toiture, c'est de la couverture. Donc la toiture n'étant pas associée à un élément structurel, on peut le regretter, mais voilà, l'outil percement, pour l'instant, peut-être qu'ils changeront d'avis à un moment ou à un autre, l'outil percement ne perce pas la toiture. Mais sur la version 23, il était limité, rectangulaire ou rond. Voilà, bon, si je mettais 2 rectangles décalés, ça faisait une forme un peu particulière. Si je mettais 3 ronds, superposés, ça faisait une tête de Mickey. Là, maintenant, vous pouvez directement dessiner la forme au niveau de ce percement. Donc, là encore, ça sert pour la partie structurelle, trémie, passage de gaine ou autre, mais on va pouvoir, tout à fait avoir, d'autres, façons de travailler. Là, ça va être un exemple sur une gaine trapézoïdale, bien évidemment, mais ça peut être, utilisé en déco pour faire des percements. Moi, j'ai commencé à tester des, modélatures de façade pour faire des joints verticaux, ce qu'Archicad ne sait pas encore très, très bien faire. Donc on va pouvoir comme ça travailler. Donc ce sont quelques exemples, sur une partie, 2D. Là, on va passer, à la même chose sur une partie 3D. Donc on peut commencer à faire le percement déjà sur le plan et puis après on va pouvoir l'adapter sur la géométrie, 3D, pour économiser, quelques centimètres cubes de béton, voilà. Je ne sais pas si le béton, c'est comme le bois, il a pris 300 d'augmentation ces derniers temps, mais voilà. L'idée, c'est de faire des maquettes les plus propres possibles, hein, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez juste. Et là, bon, je suis moyennement convaincu de la géométrie de ce passage de gaine. Le petit bout, là, à mon avis, ça ne va pas être terrible, terrible, mais on va pouvoir comme ça affiner. Vous voyez, la différence avec une baie libre, c'est le côté représentation 2D qui mélange un petit texte, parce qu'on peut mettre des étiquettes là-dessus. Ça mélange aussi une hachure, hein, qu'on mettait pour faire un passage de gaine. Donc, c'est un outil complet. Maintenant, si vous avez l'habitude depuis 30 ans de prendre la baie libre pour faire un trou carré dans un mur, vous pouvez continuer à prendre cette technique. Donc, en revanche, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, au besoin, s'il y a des questions, je vous montrerai, mais le percement, il n'est pas forcément complet. On peut s'en servir pour faire un décaissé de dalle. Vous avez une baignoire à l'italienne, une douche à l'italienne, pardon, incrustée dans le béton. Jusqu'à présent, vous faisiez éventuellement une opération élément solide. Là, vous pouvez faire un percement borgne qui ne débouche pas complètement sur la dalle pour venir dégraisser ou, inversement, recharger un dessous de dalle, par exemple. Ça peut être une utilisation de l'outil percement. Donc je regarde même pas le chrono, je vais parler peut-être moins vite pour faire les 45 minutes. Non, je rigole un petit peu, ça va. On me fait des signes que tout va bien. Voilà. Donc je continue. Voilà. Donc là, vous voyez, on est
On sort du simplement je me sers de l'outil percement pour faire des trémies, vous voyez, des ourdis béton, des choses comme ça. On va pouvoir largement s'amuser. N'hésitez jamais dans Archicad à détourner les outils. Vous voyez, ça peut être aussi des modélatures de façade que l'on va utiliser avec cet outil percement. Il y a plein de solutions. Archicad, pour détourner les outils, pour faire plein de choses diverses et variées, il est relativement assez fort là-dessus. Donc, vous voyez un exemple de percement ou autre. Alors, amélioration des escaliers. Alors, avant, ne posez pas tout de suite les questions habituelles. Est-ce qu'on peut faire un escalier qui monte sur 5 tours d'un seul coup? La réponse est toujours non. L'escalier ne sait pas se recouper lui-même. Il travaille sur des notions peut-être de cage d'escalier automatique pour pouvoir avoir un colimaçon d'issue de secours qui monterait sur plusieurs étages. Certains escaliers qui ont l'air relativement très simples peuvent être des fois un peu compliqués à gérer dans Archicad. Il y a quand même des règles. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié un petit peu les règles d'emmarchement, peut-être en faisant se retourner François-Nicolas Blondel, la fameuse loi de Blondel de Jaspluget compris entre 60 et 65. Ça date de 1400 et des poussières quand même, qui permettent de supprimer certaines limites sur certains escaliers. Donc, on va avoir quoi? C'est le calcul du balancement. Maintenant, on a 2 options. Avant, il n'y en avait qu'une seule. C'était sur le long de la ligne de foulée. Maintenant, on peut la calculer en ligne droite. Ça permet de faire sauter quelques petits verrous sur le calage de l'escalier en lui-même. On va avoir aussi des possibilités d'homogénéifier ou de symétriser les paliers dans les angles pour avoir des marches homogènes sur les côtés de la marche intermédiaire dans l'angle pour avoir un peu plus de souplesse. Je vous dis, un peu plus de souplesse, ça ne veut pas dire que n'importe quel escalier sera de toute façon possible. Il reste encore des limites. Il n'y a rien de plus simple et de plus compliqué qu'un escalier de toute façon. Donc on a ça. Ensuite, bon là c'est encore quelques petits exemples pour vous montrer ça. On va avoir aussi excusez-moi, j'ai oublié une petite chose dans les escaliers. Voilà. Ils m'ont oublié une petite chose. Vous avez du calcul de palier automatique quand vous avez un escalier avec un palier intermédiaire pour avoir une symétrie dans les volets avant ou après l'escalier. Voilà, des petites choses comme ça qui vont aider. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais la bibliothèque a été aussi pas mal optimisée et a amélioré un peu plus design entre guillemets. On a pas mal de structures. Oui, on peut avoir un peu de temps pour aller chercher des objets sur le web, les importer, les affiner, mais des fois on n'a pas le temps. On a besoin de faire des rendus assez sympathiques. Donc voilà, beaucoup d'éléments de bibliothèque ont été rajoutés, modifiés, complétés. Ça a commencé en version 23. Voilà. Alors, ces modifications, voilà, faut voir aussi, il y a quand même tous les souhaits des utilisateurs sont remontés chez Graphisoft. Nous, Upvent, on est distributeur de la version française. Faut pas hésiter, soit par l'intermédiaire de l'équipe d'Alain sur Cannes, soit nous aussi, on remonte les informations. Donc, quand il y a un truc qui est bien, on le dit. Quand il y a un truc qui n'est pas bien, on le dit au développement à Budapest. Bon, des fois, ils nous écoutent, des fois, ils nous écoutent un peu moins. Bon, c'est un petit peu comme ça. Sachez qu'en France, on a quand même des façons un peu particulières de dessiner. On n'a pas beaucoup de normes de dessin. Donc, faire un truc sur mesure pour quelques utilisateurs, ce n'est pas forcément toujours un petit peu écouté, mais ils sont quand même très attentifs à ce qu'on peut leur raconter. Dans une des nouveautés de la version 25 sur les façades, ils nous ont demandé notre avis. Alors, on n'est pas les seuls qui avons dit oui, c'est super, il faut le faire. Mais oui, ils nous écoutent. On a quand même beaucoup de contacts directs avec le développement dans plein de domaines différents. Moi, je m'occupe beaucoup de la partie travail partagé sur Archicad. J'ai eu pendant une semaine 600 fichiers à transférer d'un serveur sur un autre serveur. Je peux vous dire que j'ai bien fait comprendre aux Hongrois qu'il fallait qu'ils modifient ce genre d'opération parce que ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Bref. Voilà, ce sont quelques exemples.
Alors oui, on attendait peut-être d'autres fonctions de dessin pur que le choix de 25 modèles de pieds sur un canapé, mais voilà, bah, il y a des gens qui ont besoin d'avoir 25 modèles, de canapé. En aparté, dans la bibliothèque de base d'Archicad, vous avez plein d'éléments de sport. En ce moment, moi, je travaille beaucoup avec les stades. Avec les JO, je peux vous dire que le terrain de foot, le terrain de hand, le terrain de basket, le terrain de volley, le terrain de tennis, je l'ai utilisé. Ils m'ont fait aussi utiliser le terrain de baseball en France. Et oui, pour l'instant, il n'y a que le bowling que je n'ai pas réussi à placer. Mais vous voyez, ça peut, mine de rien, ça fait gagner du temps. Modéliser un terrain de baseball, eh ben, ça peut prendre quelques heures. Bah, si je clique et je l'ai sous la main, ça peut être quand même très intéressant. Pareil pour du rendu sympathique. Hein, on peut aller aussi beaucoup plus loin. Hein. Je vous rappelle qu'Archicad sait très bien faire de l'image de rendu de très haute définition. C'est des réglages, c'est du temps à passer. Il y a bien évidemment plein d'autres solutions, mais des gens qui ne veulent qu'un seul outil. On parle ici d'esquisse. On peut très bien faire une faisade très rapide dans Archicad, proprement, pour après la diffuser et la transformer en APS, APD, DCE, de façon assez souple. Au niveau de la visualisation, c'est principalement sur les coupes et sur les façades. Nous avons enfin, ça a été demandé depuis longtemps, des façades ombrées texturées. Alors, qu'on soit bien d'accord, tout ça, c'est du calcul. Donc, peut-être qu'à un moment, voilà, à force de rajouter plein de choses dans la carriole, le moteur de la voiture commence à fatiguer un petit peu. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est marqué dans les slides, Archicad fonctionne en nouveau système Big Sur Apple. C'est compatible avec tout ce qui est métal et les nouvelles puces M1. Ce n'est pas encore full optimisé. Donc, ça, c'est en train d'être développé. Donc, on pense qu'à partir de la version 26, il y aura du développement natif sur les nouvelles puces. Mais voilà, de tête, on doit remonter jusqu'à du Archicad 23, j'en suis quasiment sûr, pour être compatible sur les derniers Mac avec les puces, les nouvelles puces et les nouveaux systèmes. Avant, ça ne veut pas forcément dire que ça ne marche pas, mais il n'y a pas forcément de support, voire des impossibilités d'installation. Donc de la texture sur les façades, sur les coupes. Alors, on ne va pas forcément se jeter là-dessus, hein, si vous avez l'habitude de faire des façades, des coupes graphiques au trait bien léchées. Voilà, on ne vous impose pas de faire de l'ombrage et de la texture sur vos coupes et sur vos façades. Mais en présentation client, un DCE restera un DCE, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en présentation client, plutôt que de exporter vers un Illustrator, vers un Photoshop, repasser des heures à faire du rendu sur une coupe ou sur une façade, on va pouvoir le traiter directement en interne sur Archicad. Donc là, c'est une petite vidéo qui vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc oui, il y a encore un peu plus de réglages dans les coupes et dans les façades, avec toujours ces options de profondeur, de coupe. Donc on peut avoir le premier plan ombré, texturé, et puis l'arrière-plan juste au trait léger, toujours dans la même logique, sans rajouter de fonctionnalités tordues dans tous les sens. Ça reste dans la continuité de ce que vous avez l'habitude de traiter avec Archicad. Alors, qui dit coupe façade texturée, dit oui, c'est pas encore maintenant que les PDF d'Archicad vont subir une cure d'amaigrissement, qu'on soit bien d'accord. Archicad, je le reconnais, n'a jamais été réputé pour faire des PDF très légers. Si vous avez des façades, des coupes texturées, ça va en mettre une petite couche supplémentaire. Ça, bon, un gros A0 bien chargé, ça peut pas faire 500 kilos, c'est pas possible, hein, en PDF. On fait avec ce qu'on a. Donc là, je suis toujours sur mes coupes et mes façades ombrées. En fait, c'est Adobe qui doit bosser sur son PDF. Voilà, c'est son boulot. Il faut toujours trouver un fautif. Ah, ça, c'est une nouveauté de la version américaine 22 qui commence par Rêve et qui finit par Hit. Il peut importer du PDF. Archicad, ça fait 15 ans qu'il sait le faire, mais je dis ça, je dis rien, c'est juste histoire de
meublé pendant la vidéo, qui vient de se finir et critiquer un petit peu les autres, hein. Ils se privent pas pour nous taper dessus. Texture, oui, alors pareil, les textures d'Archicad, les hachures, vous pouviez faire des hachures images depuis assez longtemps, mais là maintenant, directement, vos surfaces de finition d'Archicad, hein, bois, béton, moquette, peau de lapin, etc., vous pouvez les avoir directement en tant que hachure pour habiller vos plans ou habiller vos coupes et vos façades. Très pratique éventuellement pour faire des façades avec des échantillons. Le client ne sait toujours pas quel magnifique revêtement il va mettre. Bon, les textures de base d'Archicad n'ont pas été spécialement modifiées, donc celles qui sont jolies restent jolies, celles qui sont épouvantables restent épouvantables. En fait, c'est enregistré, ça va être diffusé après chez Advance. C'est enregistré après. Bon, bah, sinon, pas grave, j'enverrai mon CV après. On pourra couper au montage. On pourra couper au montage. De toute façon, je ne peux pas être viré directement comme ça, je suis délégué du personnel, donc voilà. Quoique. Donc, on a des petites choses. Alors, substitution graphique. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien s'en servir, ou qui se contentent de dire c'est juste pour mes murs pochés ou pas pochés comme avant. Les substitutions graphiques sont très, très, très efficaces pour visualiser le projet, pour vérifier un projet, ça c'est très intéressant. Sachez aussi que les substitutions graphiques sont prises en charge quand on fait des exports IFC, donc on peut influencer l'affichage d'une maquette IFC par le biais des substitutions graphiques. Mais on était limité sur la palette de stylos d'Archicad. Là maintenant, dans les substitutions graphiques, on peut utiliser n'importe quelle couleur RGB pour une définition plus intéressante. Il n'y avait pas de présentation plus que ça. Maintenant, je vous dis, j'ai un Archicad ouvert derrière. On pourra toujours le voir en live direct pour répondre à vos différentes questions. Il y avait une partie documentation qui est, je vous dis, plus sur l'extraction de données. C'est principalement lié aux nomenclatures de composants. Je vous rappelle, dans les nomenclatures, vous avez 3 types de nomenclatures dans Archicad: les éléments, les composants et les surfaces. Méfiez-vous toujours du terme surface dans Archicad. Depuis plusieurs versions, le mot surface est dans la plupart des cas de figure associé à un petit pinceau. C'est la surface de finition. Ce n'est pas la surface au sol. Les Hongrois nous ont toujours dit qu'on causait mal le français. On ne devrait pas dire un tableau de surface, on devrait dire un tableau de superficie ou éventuellement un tableau d'air, IRE. Mais un tableau de surface, pour eux, on cause mal le français. Dans les composants, ce sont les éléments à l'intérieur d'une structure composite, principalement. Donc, ils ont rajouté des nouvelles options de calcul qui permettent d'affiner le calcul, notamment sur des volumes nets, sur des volumes bruts, pour faire des vides pour plein, par exemple, pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus précis. Donc, ces fameuses règles de calcul vont permettre d'avoir des quantités beaucoup plus précises, par exemple du volume brut de l'isolant ou du volume brut de mes plaques de plâtre, mais aussi le volume net de ces mêmes éléments pour faire la différence. C'est dans les préférences du projet, vous avez des petites règles de calcul. Il y a très peu de gens qui vont s'en servir, parce que dès qu'on va chercher la commande, on trouve que c'est un peu usine à gaz. Ce sont des règles de calcul, c'est un peu comme les propriétés. Ça peut être très efficace, très performant, mais je vous mets en garde, un métré juste d'Archicad impose une maquette précise et juste. Vous modélisez un peu à l'arrache, vous aurez un métré un peu à l'arrache. Ça, c'est... Et un métré au demi-millimètre carré près, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas possible. Ne pas exagérer, sauf si on a des murs en or 24 carats où on est à quelques grammes près. Et voilà. Quoique maintenant, je vous dis, j'ai appris effectivement que le bois avait subi une augmentation presque de 300%. Là, ça commence un petit peu à chiffrer. Donc, vous voyez, là, sur ma brique, mon isolation et mon plâtre, bon, j'ai quelques petits mètres carrés par-ci, par-là, ou des morceaux de mètres carrés. Ça peut, sur 3 cloisons, c'est pas énorme. Sur une très grosse opération, oui, à mon avis, ça chiffre un petit peu. Donc, la partie collaboration, c'est la partie nos amis les bureaux d'études structure, juste avant nos amis les BIM managers. Alors là, je suis obligé de changer une de mes méthodes de travail depuis 30 ans. J'en suis très peiné, mais ma foi, il faut bien changer un jour ou l'autre. C'est le point de géolocalisation. Alors,
il y avait des petites règles sur l'import d'un fichier géomètre. La règle, je vous le dis de façon très, très générale, ne jamais travailler très, très loin de l'origine absolue d'Archicad. Ça ne pose que des soucis, pour 36 000 raisons. Jusqu'en version 24, il y a la problématique de ce qu'on appelle le point de topographie, le point de référence de localisation. Dans les outils CAO, BIM, on va dire concurrents, mais néanmoins un peu partenaires d'Archicad, vous avez ce qu'on appelle le point origine de base du projet et vous avez le point topo. Dans Archicad, on avait un objet spécifique qui permettait de garder son origine 00 absolue proche du projet pour ne pas avoir de problème lié à une origine très éloignée, mais il fallait pouvoir quand même géolocaliser le projet sur la planète. Et on se servait d'un objet de bibliothèque intégré qui était le point de localisation, le point de référence. Il avait un nom à rallonge, le point de géoréférencement. Maintenant, c'est intégré et ce point, excusez-moi, ne pouvait servir que pour l'export IFC uniquement. Sauf qu'il y a d'autres éléments qui ont besoin éventuellement d'une géolocalisation. Vous avez les bons vieux exports DWG, parce qu'on peut vous demander d'avoir des exports DWG géoréférencés, et les fameux BCF. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les BCF, c'est BIM Collaboration Format. Globalement, c'est des post-it numériques un peu malins liés à la maquette numérique. La plupart des logiciels qui touchent de près ou de loin aux IFC ont une limite technique d'à peu près une trentaine de kilomètres. C'est à peu près 20 miles, ça fait 30 kilomètres, tout simplement parce que la Terre, elle est ronde. Donc, si vous dessinez un mur qui fait 100 kilomètres de long, normalement, il devrait, un peu comme la muraille de Chine, suivre la rotondité de la Terre. Les Hongrois, il y a 30 ans de ça, étaient des platistes, donc pour eux, la rotondité de la Terre ne posait pas de problème. Donc Archicad, il peut dessiner un mur de 100 kilomètres de long. C'est pas recommandé, mais il sait le faire. Mais tous les outils, que ce soit Solibri, même si ça vaut 7 000 €, que ce soit FBIM, Revit, Allplan, Vectorworks, je connais moins Vectorworks, mais ça va être la même chose. Il y a une limite technique de précision qui, quand on dépasse la trentaine de kilomètres, on commence à avoir des soucis. En version 25, ce point, cet objet n'existe plus, donc ne le cherchez pas, ceux qui avaient l'habitude. Il est remplacé par un point de topo natif. Donc c'est quelque chose qui s'affiche dans le dessin, qui va nous permettre de poser le référentiel. Il faut savoir que ce point topo, normalement, il est à 0, parce que c'est le croisement de l'équateur et du méridien de Greenwich. C'est un point qui est au large de l'Angola, si je ne dis pas de bêtises, dans l'océan. Ça permet de faire justement la géolocalisation, le géoréférencement du projet. Donc ça, maintenant, c'est juste un truc qu'on affiche. Et ce point sert aussi à lier correctement ces fameux BCF et à géoréférencer l'export des WG. Alors, pourquoi je dis que je vais changer ma méthode? C'est que moi, en plus de décaler mon fichier du géomètre, je pivotais mon fichier du géomètre pour privilégier la position du bâtiment et ne pas utiliser les vues orientées comme vue principale de travail. C'est pas interdit, mais il y a quand même plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est que beaucoup de gens se servent mal des vues orientées, donc leur vue, elle n'est pas tout à fait bien orientée. La même problématique que ce qu'on appelle le SCU dans AutoCAD, et des défauts de SCU ou de vue orientée peuvent être des fois très enquiquinants, voire impossibles à rattraper quand on s'en rend compte, bien évidemment, un tout petit peu trop tard. Sauf que, puisque ce point topo maintenant fonctionne avec les DWG et les BCF, j'ai fait des essais hier et à mon grand désespoir, je ne peux plus, comme je le souhaitais avant, pivoter mon plan du géomètre parce que ça ne va pas dans la logique de ce nouveau point topo. Donc, soit on suit la logique d'un logiciel parce qu'il a été développé pour fonctionner d'une certaine façon, soit on reste irréductible dans son petit village entouré de méchants romains. On peut faire les deux. Moi, personnellement, je trouverais la méthode pour conserver mon ancienne méthode. Mais en tant que formateur avec des bases et des bonnes pratiques sur Archicad, même si ce n'est pas ce que je préfère, je garderai peut-être la position du fichier géomètre avec le nord orienté comme il le doit. Maintenant, il y a des cas de figure où c'est obligatoire. Si vous travaillez avec des SIG, par exemple, on ne va pas s'amuser à le faire. Et il y a plein de cas de figure où il ne faut jamais pivoter le plan du géomètre. Maintenant,
faudra bien faire attention à toutes les petites choses qui peuvent avoir une incidence si on utilise des vues orientées. Hein, au niveau des feuilles de travail, au niveau de la création des objets, au niveau de plein de petites choses comme ça auxquelles il faudra être un tout petit peu plus attentif. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce point topo natif. Encore faut-il que les BIM managers qui gèrent vos fichiers savent un petit peu comment ça fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas de figure. Donc là, c'est un petit exemple. Vous voyez, en bas à gauche, voilà comment est représenté le point topo. Vous avez des petits bâtiments avec des objets qui affichent les coordonnées de ces points. Eh bien, en déplaçant le point topo, vous allez voir que les coordonnées de tous les éléments changent automatiquement, y compris lorsqu'on va s'amuser à pivoter le nord du projet. Donc, on peut comme ça retravailler, on va voir toutes les souplesses pour pouvoir repositionner. Alors, ça ne déplace pas la maquette, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça permet d'avoir un géoréférencement le plus précis possible. Donc ça, c'est assez pratique à ce niveau-là. Donc on a le symbole du Nord, après vous avez d'autres options de géoréférencement qui sont plus des informations textuelles que l'on va mettre en place. Ça pose un petit peu moins de soucis. N'empêche que si vos maquettes sont un peu dessinées n'importe où, n'importe comment, on pourra toujours avoir éventuellement des petits soucis d'export. Donc là, c'est la partie nos amis des bureaux d'études. Donc en version 23, vous avez des fonctions de maquettes structurelles analytiques qui sont apparues. Donc pour ceux qui, comme moi, ont un peu oublié leur cours de structure à l'école, ça parle un petit peu, mais peut-être c'est pas hyper sexy à présenter. C'est des règles de maquette, d'encastrement, d'appui, donc ceux qui se rappellent d'appui roulant, d'appui glissant, d'appui encastré, enfin des petites choses comme ça. Ça permet d'exporter votre maquette Archicad dans un format de maquette analytique, hein, ce qu'on appelle le format SAF, SAF, Structural Analysis File, que l'on peut, c'est un format texte genre Excel, très organisé, qui permet à des logiciels de structure de récupérer votre maquette, de faire du calcul de stabilité, de faire du calcul de descente de charge, voire pourquoi pas remettre des informations, peut-être des triangulations, hein, pour avoir des tirants sur des ensembles poteau-poutre, hein, pour que ça tienne un petit peu mieux. Et surtout, ça va permettre de modifier des règles de structure. Alors, pour l'instant, ça ne modifie pas encore les éléments architecturaux. Genre, je décale un poteau, son axe structurel reste présent. S'il faut décaler l'axe structurel pour faire la liaison avec deux poutres, Archicad sait le faire, mais ce n'est pas pour autant que le poteau va être déplacé. C'est la position de l'axe structurel qui va être déplacée. À terme, dans ce fameux BIM niveau 3, le bureau d'études modifie l'axe structurel du poteau et hop, ça va bouger votre poteau dans votre maquette archi. C'est là où ça va piquer un petit peu parce que le bureau d'études structurelles ne sait pas que juste à côté du poteau, il y a une descente de flotte qui ne peut pas être déplacée. Donc, le BIM niveau 3, je ne suis pas pessimiste là-dessus, mais je suis assez réaliste. Ce n'est pas forcément encore pour tout de suite. Il faut que tout le monde se mette un peu d'accord. Mais voilà, on va avoir, et ça c'est une des nouveautés dans cette partie analytique, on va visualiser et on va gérer les descentes de charges structurelles. Ce n'est pas Archicad qui les calcule, qu'on soit bien d'accord, c'est le bureau d'études structure qui les calcule dans son logiciel, genre SCI Engineer par exemple, qui va les injecter dans la maquette et que l'on va récupérer dans Archicad. Donc là, c'est SCI Engineer, produit du groupe allemand Nemetschek, dans lequel on trouve bien évidemment Graphisoft et Archicad. L'idée, c'est de travailler de conserve, avec les bureaux d'études structure. Donc là, alors c'est un peu accéléré, hein, c'est pas le manipulateur qui va très vite, hein, c'est parce que c'est pas très sexy. Voilà. Donc vous voyez, les trucs orange avec des flèches, ce sont des descentes de charge. Il va les calculer, il va les modifier. Sur l'autre bout, vous avez des poutres en porte-à-faux qui sont aussi redéfinies. Et hop, je suis passé dans Archicad, j'arrondis mes poutres dans Archicad, et bien toujours dans Archicad, je peux visualiser ces descentes de charges qui ont été complétées. Voyez, donc là, on est vraiment dans l'interactivité, le BIM, le nirvana informatique de la construction. Voilà.
Juste pour s'amuser un tout petit peu, vous avez côté américain un projet qui s'appelle Quantum. Ils utilisent toujours des termes vachement sophistiqués. Côté Graphisoft, Nemetschek, on est sur le toit du monde. Leur projet, il s'appelle Everest. Donc, ils sont toujours très, 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 bien évidemment, humbles là-dessus, mais moi, j'ai déjà vu fonctionner le système. C'est quand même assez bluffant. Sur une base du travail partagé dans Archicad, hein, sur le BIM Cloud, vous avez le bureau d'études structure qui envoie des poutres toutes faites. C'est quand même pas mal. Et avec les nouvelles possibilités du BIM Cloud de Graphisoft, sur lequel on peut fusionner et envoyer des fichiers autres que des fichiers Archicad, là, on est vraiment un peu plus qu'un simple pied dans l'avenir du BIM. Vous voyez, hein, on est quand même. Alors, RVT, ils n'ont pas écrit le mot en entier. Ah, ben si, Revit, ah zut, ils l'ont marqué, donc j'ai le droit de le dire, puisque. Voilà. Ça vient de chez Graphisoft, hein, donc j'ai le droit de dire Revit. Donc, vous avez un plug qui existait depuis plusieurs versions, peut-être 20 ou 21, si ma mémoire est bonne. Un plug gratuit qu'il fallait télécharger pour Archicad, développé par Graphisoft. Maintenant, il est intégré à Archicad. C'est ce qu'on appelle le plug d'export d'échange RFA et RVT. Donc Revit et RVT. RFA, c'est pas République fédérale d'Allemagne, hein, mais c'est ce qu'on appelle les familles. Pour simplifier, ceux qui ne connaissent pas du tout Revit, ce sont les objets de Revit, très schématiquement. Ce plug, il vous sert à 3 choses. 1, faire un export direct de la 3D en format Revit. Attention, ce n'est pas pour remplacer le format IFC, ce n'est pas parce que le format IFC, les gens croient que ça ne marche pas. Non, c'est pour juste exporter la géométrie pure. On n'a pas forcément besoin d'échanger une géométrie manipulable dans un autre logiciel. C'est juste pour pouvoir voir cette géométrie. Donc ça contourne le format IFC, d'accord. Il y a peut-être des gens dans Revit qui ne savent pas ou qui ne veulent pas utiliser le format IFC. Donc ça vous permet directement, votre maquette Archicad, de l'exporter en format RVT. En RVT, ça sera ce qu'on appelle des objets géométrie générique, je crois, enfin un terme dans ce bout-là. Donc non modifiable, mais tout à fait manipulable. Donc on peut voir ça. Dans le sens inverse, ça permet à Archicad de mettre directement un format Revit en tant que module lié. Là aussi, on n'est pas forcé de passer par les IFC. Quelqu'un dans Revit qui ne sait pas ou qui ne veut pas exporter un IFC, vous pouvez très bien importer sa maquette. Alors, il y a toujours le problème des formats, il faut faire attention. Les plugs, le plug précédent ne pouvait gérer que du format Revit 2020. Ce plug ici gère du format Revit 2021. Revit étant toujours en avance de 6 mois, je crois qu'il y a une 2022 qui est déjà sortie. Je n'ai pas testé. Je ne suis pas sûr que la version 25 puisse gérer du format Revit 2022. Le problème étant que Revit ne sait pas descendre de format. Donc, si vous avez un bureau. Alors, je vais être très méchant, mais la plupart des bureaux d'études, enfin tous ceux qui utilisent Revit, ils ne se jettent pas sur la nouvelle version, ils attendent quand même un bout de temps avant de l'utiliser. Il y aura quand même toujours cette problématique d'un logiciel qui sort de façon intercalée avec un autre outil. Là, je n'ai pas fait le test, je n'ai pas installé un 2022 dans ma machine. J'essaierai à l'occasion où je demanderai à des gens de faire des tests là-dessus. Et la troisième fonction de ce plug, c'est de pouvoir importer des familles d'objets Revit. Donc déjà qu'on trouve beaucoup d'objets au format de base d'Archicad, qu'on peut importer du SketchUp, qu'on peut importer du Rhino, qu'on peut importer plein d'autres types de formats. Là maintenant, des familles Revit vont pouvoir être directement importées. Alors, il ne faut pas trop rêver, elles ne seront pas ou très très peu paramétrables, mais rien n'empêche qu'éventuellement, moi j'ai récupéré par exemple des fenêtres de toit de sécurité de chez Babco, où je peux choisir avec porte ou sans porte. Donc il y a un tout petit paramétrage qui est éventuellement possible. Donc ça permet comme ça de compléter la bibliothèque d'Archicad avec des éléments plus techniques, hein. Sur le web, des portes des fenêtres, on en trouve assez facilement sur Archicad, des splits de clim. Bon, c'est peut-être plus côté technique, Revit, MEP, etc. Plein d'autres petites choses, diverses et variées. Dans la version 24, je ne dis pas de bêtises, ou 23, j'ai un doute maintenant. Vous savez, l'âge venant, j'ai mes neurones qui claquent un peu. Vous avez la comparaison de modèles. Voilà, c'est le jeu d'essais d'erreurs entre deux fichiers Archicad. Mais maintenant, on peut le faire aussi avec les paramètres structurels.
plus important. Oui, le menu de création des lignes, il est un peu mieux organisé par ordre alphabétique, c'est un peu plus sexy. Vous pouvez manipuler et modifier plusieurs combinaisons de calques en même temps. Donc, pour les gens qui utilisent bien les combinaisons de calques, des fois c'était un petit peu lourdingue quand on en avait 5 ou 6 à modifier. Là, vous pouvez les faire beaucoup plus rapidement. Donc, support de métal côté OS, hein, métal qui remplace l'OpenGL. Les classifications des matériaux IFC qui sont maintenant disponibles. Dans la partie MEP, hein, mécanique, électricité, plomberie, c'est-à-dire tout ce qui est fluide, des nouvelles étiquettes pour annoter principalement la tuyauterie, ce genre de choses. Une connexion optimisée entre Archicad et Solibri. Je vous rappelle, Solibri, c'est un des logiciels les plus utilisés pour les analyses de maquettes IFC. Un truc assez compliqué, mais bon, il a un boulot très, très, très spécifique à faire. Connexion Archicad avec la plateforme NVIDIA Omniverse. Alors Omniverse, c'est encore un nouveau truc qui va faire croire que tout le monde va pouvoir bosser sur la même maquette en 3D sur le web. Je l'ai installé dans ma machine, voilà, bon, je l'ai désinstallé parce qu'il faut s'abonner à un cloud pour envoyer le truc. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça m'a un petit peu agacé gentiment. Mais voilà, l'idée, c'est sur une plateforme, j'envoie ma maquette Archicad, il y en a qui vont envoyer des mobiliers, il y en a qui vont envoyer à partir de Maya des paysages, etc. Bon, bien évidemment, c'est sponsorisé par NVIDIA, donc si vous n'avez pas une carte NVIDIA bien costaud dans votre machine, ça servira peut-être pas à grand-chose, mais voilà, la connexion existe. On gère maintenant aussi Rhino 6 et Rhino 7. Et ça n'a pas été rajouté, mais le lien entre la Live Connection, entre Rhino, Grasshopper et Archicad doit être assuré aussi maintenant sur du Rhino 7 et 6 pour que ça puisse être plus efficace. Et je suis à 3 minutes de mes 45 minutes, si c'est pas un peu professionnel, ça, voilà. Des fois, on se lance un petit peu de fleurs parce que ça fait toujours plaisir. Donc, tout à l'impro. C'est sur une machine, parce que voilà, les gens sont présents, mais j'arrive ce matin, on me dit « Ah non, non, il faut que tu le fasses sur notre machine à nous. » Donc, ce n'est pas ma machine, ce n'est pas ma souris, ce n'est pas mon clavier, ce n'est pas mon écran. Donc, je m'en suis pas trop mal sorti. Alors, derrière, il y a peut-être vos questions. Alors, moi, je ne les vois pas directement. Ouais. Moi, je bascule sur un Archicad qui est derrière. Donc, si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, alors que ce soit en ligne ou que ce soit dans la salle, il n'y a aucun souci pour que je puisse vous répondre, tant que ce n'est pas une fonction qui est dans ma machine et qui n'a pas été installée dans la machine de chez CAD. Je me défausse tout de suite. Hein. J'ai une première question, François. Est-ce que tu peux revenir sur la gestion des substitutions graphiques? Oui. Tu nous disais justement, au-delà de la fonction qui a été améliorée là, sur la 25, que la plupart des utilisateurs ignoraient ou géraient assez mal en fait cette fonction de substitution graphique. Si tu peux en quelques clics nous montrer en fait l'intérêt des substitutions et puis notamment ce qu'elle a apporté en plus avec la 25. Et c'est super parce que j'ai pris le fichier qui n'a pas celle que j'utilise habituellement. Mais c'est pas grave, on va faire du live direct. Voilà, regardez, ça va pas être compliqué. Je vais ouvrir, non pas un de mes fichiers qui sont dans ma machine que je n'ai pas sous la main. Bon, je l'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, je vais laisser tomber maintenant. Mais je vais tout simplement faire un nouveau fichier, comme ça je reprendrai les propriétés de base. Hop, nouveau, avec le profil de base, très bien. Je n'insisterai pas sur l'importance d'un gabarit, d'un modèle, ce qu'on appelle un template. C'est ce qui va vous faire gagner énormément de temps sur le travail dans votre projet. Un ou plusieurs templates, hein, ça dépend de comment on envisage et quel type de projet vous allez utiliser. Regardez, je vais dessiner. Alors, je prends les réglages par défaut. Je vais prendre ici, voilà. Je savais qu'il fallait que je copie un de mes fichiers dans ma machine. Bon, je me tais après. Alors, pour ceux qui sont en ligne, j'en suis désolé. Pour ceux qui sont en présentiel, ma machine, je pourrais quand même l'allumer pour vous en parler. Voilà, je regarde ici ce magnifique projet, voilà, qui est ici. On va même, on va être hyper optimiste. On va dessiner une dalle en même temps. Voilà. Donc, j'ai du mur en béton, j'ai une dalle en béton. Je suis super content. Voilà, mais est-ce que ça, c'est bien porteur, tous ces petits trucs-là? Voilà, contrôle et gestion. Eh bien, c'est gris transparent. Ben, j'ai un mur en béton, j'ai une dalle en béton, mais visiblement,
eh ben, j'ai aucun élément qui ont été spécifiés porteurs. Bah, le problème, c'est que si je fais un export IFC avec des traducteurs spécifiques pour des maquettes d'analyse, structurelle porteurs, non porteurs, mon BUT, il va m'appeler en disant: «Oh, il y a rien dans la maquette, votre logiciel, c'est pourri, passez sur Revit». Parce que ça, c'est systématiquement ou presque systématiquement ce qu'on a comme problématique. Bah, tout simplement, je dis: «Bah oui, ce mur, j'ai oublié de lui dire, tout simplement, bah voilà, j'ai pas mon environnement de travail, donc mes raccourcis fonctionnent pas. Ah là là, mais c'est quand même terrible ça». Voilà, mais il faut jamais se démonter. Classification et propriété, je vais en mettre plusieurs d'un coup. On va dire que ce brave petit mur est un élément donc porteur, voilà. Alors la règle là-dessus, c'est pas compliqué. Quand vous ne savez pas, ne faites pas croire que vous savez. Mieux vaut dire et être humble en disant: «Je ne sais pas» ou «Ce n'est pas mon boulot» ou «Je ne veux pas prendre la responsabilité de le dire». Dans ce cas-là, dites: «Non défini», c'est clair. «Je ne sais pas», mais le mettre dans une catégorie qui n'est pas la bonne, c'est comme les classifications. Voilà, Archicad, il vous dit: «Super, c'est un mur», classification IFC. Je ne sais pas dans quelle catégorie mettre une rampe de parking handicapée accessible avec je ne sais pas quoi dessus. Eh ben, il faut dire je ne sais pas ce que c'est. Mieux vaut ça que de le ranger dans une mauvaise étiquette. D'accord. Et pendant que j'y suis, je vais aller sur hop, tout ce qui est résistance au feu. Voilà, on va lui faire un petit réglage. Allez, on va dire 15 minutes. Bon, faut peut-être pas exagérer. Un voile porteur, c'est peut-être bien au moins 1 heure. Voilà. Avec le bouton de la présentation qui cache mon bouton OK, c'est pas très, très grave, faut jamais se démonter. Regardez, ah, bleu, rouge, non, rouge, magenta, Magenta. voilà, c'est porteur. Vous voyez? Ça, ce sont des règles qui vont permettre d'afficher votre maquette avec des fonctionnalités. Alors, la première de ces utilisations par rapport aux anciennes versions d'Archicad, je vous rappelle que les solutions graphiques sont arrivées version 20, si je dis pas de bêtises, c'était pour faire, «Ah, j'ai plus mon mur poché, pas poché». Voilà, mur poché noir pour faire un PC, mur poché, blanc pour faire un plan client ou un plan de vente. Donc c'était ça les premiers éléments. Mais on peut avoir beaucoup d'autres choses. Bah, par exemple, contrôle de, côté thermique, résistance au feu. Voilà, bon, je vais le faire en 3D, ce sera plus joli. Voilà, résistance au feu, ça c'est coupe-feu 1 heure, donc c'est rouge, vert c'est 30 minutes, après on peut faire ce qu'on veut. Mais ça peut être aussi du phasage. C'est avec les suggestions graphiques qu'on travaille aussi ou qu'on améliore les fonctions de rénovation. Phasage projet, marché hors marché, option 1, option 2. Vous avez des gens qui détournent la rénovation pour version 1, version 2. Bah, ça marche quand on n'a que 2 versions. Vous avez 3 versions, 4 versions, 5 versions, bah, la rénovation, elle ne pourra pas rendre service. Donc ça peut rendre pas mal le service. Les substitutions graphiques, hein, cette amélioration, c'est pas très compliqué, vous avez ce qu'on appelle des règles. Par exemple, on va prendre la règle de 60 minutes, voilà. Si tu es de n'importe quel type d'élément, et que ta résistance au feu est 60, alors tu vas aller, modifier, tes couleurs, tes stylos et jusqu'à présent, on était bloqué par simplement une valeur de la palette de plumes. Bon, et ben là maintenant, je peux taper sur la vraie couleur qui m'intéresse, voilà, qui va être ici, et je peux choisir n'importe quelle gamme de couleurs, peut-être parce que j'ai une information spécifique, ou peut-être parce que je ne veux pas utiliser un de mes stylos de ma palette à des fins autres que simplement en représentation. Ça peut faire des esquisses colorimétriques, par exemple, une jolie maquette sépia. Enfin, il y a plein de cas de figure euh, ou un dégradé de couleur pour extension 1, extension 2, extension 3 ou phase 1, phase 2, phase 3. Il y a énormément de cas de figure. Moi, je m'en sers par exemple pour mettre en évidence sur des stades, c'est bassement vénal, le tarif des places. La première place du premier rang sur un concert des Stones, eh ben ouais, c'est 400 balles. Voilà, hors petit four, hors champagne, si on veut ça, c'est 800. Eh ben les places, elles sont couleur or. Ben ouais, parce que c'est la pelouse or avec les places les plus chères. Par contre, le plein sud, au dernier rang, tout en haut, bah, la place, elle est marron moche parce que c'est une place quand même à 70, hein, mais elle est très très loin. Enfin bref, ça peut servir vraiment dans beaucoup de cas de figure. Et c'est très facile à utiliser. Après, il faut un petit peu les affiner, mais
Et donc, on avait ces petites substitutions supplémentaires qui permettent de travailler. Pour de l'analyse de maquettes, ça c'est très important, très intéressant. Voilà pour les substitutions graphiques. Autre question en ligne? Peut-être. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'autres questions. De votre côté, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas tout à fait compris la problématique du nouveau système de géoréférencement. Vous connaissiez le point de géoréférencement d'avant? Non, mais c'est pour ça en fait, que j'ai pas compris. Je pense. En fait, globalement, vous avez dans beaucoup de logiciels, vous avez l'origine du projet. Voilà, sur un point de parcelle, une borne cadastrale par exemple, et cette borne, elle est référencée à un système soit local, soit mondial. Alors en France, nous connaissons tous les fameuses coordonnées Lambert, donc les Lambert 93, hein, c'est pas la Seine-Saint-Denis, mais parce que ça a été modifié en 1993. Et Lambert, c'est la petite minute historique, François-Joseph Lambert, c'est un Mulhousien, un mathématicien, ça date de 1700... 1700 et des poussières. Il a essayé de faire en sorte que le quadrillage France soit à plat, alors que la Terre, bien évidemment, est ronde. Donc, on a des Lambert cartographiques. Nous avons les Lambert CC 49, 43, ce sont les zones France. On a l'ancien système NTF, Nouvelle Triangulation France, qui est calé près de Bordeaux, entre le 45e parallèle et le méridien Greenwich. Donc, en fonction de ce géoréférencement, les coordonnées des points peuvent avoir une influence. Un pour la saisie, mais aussi pour la phase chantier. Bon, pour un peu tous les cas de figure, mais effectivement, la phase chantier, le maîtreur qui vient taper le maçon, il mettait le cordeau au bleu, bon, bah, après, ça va être un petit peu la même chose. Donc, il y a une problématique qui était liée à ça, donc ça permet d'alléger, d'affiner et de correctement géoréférencer. Ah ben parce que moi, en fait, qu'est-ce que je faisais? Je pivotais mon plan du géomètre pour privilégier la forme du bâtiment pour une façon de travailler plus homogène, orthogonale. Parce que les vues orientées, souvent les gens les ratent un petit peu. Si vous faites des objets en vue orientée, eh ben, l'objet n'est pas véritablement orienté. Donc il y a plein de petites subtilités qui sont gérables, il n'y a pas de défaut. Mais voilà. Et la vue, le nord à la verticale, c'est une vue de l'esprit, ce n'est pas une norme de dessin. Et en général, c'était pour mettre dans le plan masse d'implantation. Donc il y a une vue qui était le nord à la verticale, et toutes les autres vues étaient plutôt dans la logique du bâtiment. Mais parce que maintenant, on peut se servir de ce point pour faire un export DWG géoréférencé, qu'on était obligé de gérer d'une autre façon avant ça, eh ben, je me retrouve avec ma méthode qui en prend un peu de chevrotine. Mais bon, je dis, on va changer un petit peu, où je trouverai la méthode pour garder ma méthode et quand même utiliser le point de géoréférencement. J'ai déjà commencé. Bon, je m'y ferai. Hein. C'est pas pour autant que je passerai sur un autre logiciel. Hein. Si j'arrête Archicad, c'est parce que je pense que je passerai à la retraite, ou je monte un camion à pizza ou une baraque à frites. J'ai un ami architecte, il en a eu à marre, c'est un gars du Nord, et il a dit sous la Seine, il n'y a pas de bonnes frites. Bah, il a laissé tomber son agence d'archi, il s'est acheté un food truck et il fait une cabane avec des bonnes frites nordiques, avec de la graisse de bœuf comme il faut. Et ben, il est heureux comme un roi. Donc ne vous jetez pas à monter des baraques à frites si vos projets archi fonctionnent, mais voilà, il en a eu un petit peu assez. La TVA, des URSSAF, de l'ABF et de toutes les problématiques. Archi que même si je vous l'ai dit que je ne suis pas architecte, hein, ma femme est architecte, mon beau-frère est architecte, ma belle-sœur est architecte, ça fait 30 ans que je bosse avec les architectes. Donc je connais un petit peu les avantages et les gros problèmes que peuvent avoir les architectes. Bon courage, continuez, voilà. D'autres questions ou, Avant de conclure, est-ce que vous avez d'autres questions Il vous reste 6 minutes, hein, après c'est terminé. Donc, je vous rappelle, en fait, tous ceux qui sont utilisateurs d'Archicad et qui ont un contrat de service sur leur licence Archicad, vous pouvez déjà, s'il ne l'est pas déjà fait, installer Archicad 25. J'ai oublié un tout petit truc. Oui. Qui peut froisser certains des utilisateurs, en tout cas qui froisse une personne chez nous particulièrement, c'est que maintenant vous êtes obligé d'avoir un compte Graphisoft pour valider, pour enregistrer. Alors c'est gratuit, il va vous le demander peut-être une fois tous les 6 mois,
mais vous devez vous connecter à ce qu'on appelle un Graphisoft ID, un ID n'étant pas une petite fille qui court la montagne à la recherche de son grand-père, mais un identifiant. Alors, vous avez des identifiants, si vous avez un identifiant Advent, on fait le lien, c'est quelque chose qui peut rester complètement anonyme, mais voilà, sachez que, comme beaucoup de logiciels, si vous lancez votre Archicad et que vous n'êtes pas connecté à votre compte par l'intermédiaire d'un identifiant, au bout de 30 jours, votre Archicad, il va s'arrêter. Même si vous l'avez acheté tout à fait officiellement, vous devez vous valider au moins, je crois, une fois tous les 6 mois. Donc, oui, quelque part, certaines informations peuvent peut-être aller du côté du Danube. Ça, malheureusement, dites-vous bien que dès que votre ordinateur, votre téléphone, votre micro-ondes, votre console de jeu est branchée sur le réseau, on sait plein de choses. On est d'accord. Voilà. Donc, cela dit, voilà, vous pouvez installer Archicad 25 depuis mi-juillet. Elle est sortie exactement le 12 juillet, il me semble. Ouais, un truc dans ce coup-là. Voilà. Et donc, on est à votre disposition après pour toutes vos questions en termes d'utilisation des nouvelles fonctionnalités. Sachez aussi qu'on organise des formations, hein, que ce soit en termes d'initiation, de mise à niveau, tout ce qui est réflexion autour des échanges BIM et notamment des IFC. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et vous pouvez appeler Thibaut qui s'occupe des formations chez nous. Voilà. Dernière petite chose. Oui. Dans la version 25, comme ils l'ont fait sur la version 24, il y aura des nouvelles fonctionnalités qui vont venir pendant la version 25. Je peux vous dire que ça peut arriver, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura dedans parce que je n'ai pas le droit. Mais il y a des trucs intéressants. Oui, et c'est souvent des fonctionnalités qui ne sont pas mineures, mais qui ont vraiment qui apportent une valeur ajoutée à cette version. Donc, par exemple, pour la 24, il y en a eu 2, je crois. Il y en a eu 2, il y a eu quelque chose sur le BIMX, il y a eu quelque chose sur le MEP Modeler qui a été modifié, et puis une troisième qui m'a un peu passé au-dessus de la tête. Pareil pour la version 25, normalement, d'ici en principe la fin de l'année, il devrait y avoir 2 choses relativement importantes. Une sur le rendu, mais j'en dis pas plus, sinon je vais me faire en guirlandais. Et une sur un autre truc. Je me mouille pas trop. Un truc qui est demandé depuis vachement longtemps. Suspense. Très bien, merci d'avoir participé à notre présentation d'Archicad. Merci François d'avoir animé cet atelier. Et puis à bientôt, on se retrouvera sur d'autres aussi thématiques qu'on animera dans les prochaines semaines. Merci, à bientôt, au revoir.